Donc, on va passer tout de suite à la présentation. On vous a quand même dégoté une pointure aujourd'hui. Notre conférencière, c'est quelqu'un qui a d'abord fait ses études en droit pour ensuite aller au doctorat en philosophie. Elle connaît donc à la fois le droit et l'éthique animale plus précisément, ce sur quoi elle a travaillé. Donc, ça tombe bien, son sujet, c'est là-dessus. Fait que c'est un bel addon. Sinon, c'est quelqu'un qui est affilié au département de droit de l'Université de Montréal, professeur associé. C'est ça, professeur associé au département de droit. Elle est aussi associée au Centre de recherche en éthique des universités du Québec et également associée au Centre de recherche en éthique animale de la prestigieuse Université Oxford. Bref, on ne vous a pas fait venir n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît bien son sujet et je pense saura vous captiver. Donc, merci d'accueillir chaleureusement avec moi notre conférencière, Madame Valérie Giroux. Bonjour. Merci beaucoup pour la charmante présentation. Merci beaucoup à Léane Sirois et au département au professeur de philosophie, tout en fait le corps professoral du Collège Montmorency de cette invitation-là. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Ça me fait vraiment très plaisir de vous rencontrer. Est-ce que vous vous préoccupez des animaux dont on se sert pour se nourrir ou pour se vêtir, par exemple? Je viens aujourd'hui vous parler d'éthique animale. Je viens surtout vous présenter une théorie surprenante qui risque même de sembler choquante pour certaines personnes parce qu'elle remet en question de manière radicale une très grande proportion de nos habitudes quotidiennes. Et la psychologie morale nous l'a montré, quand on fait face à des arguments qui nous plongent dans une forme ou une autre de dissonance cognitive, on a souvent tendance à tout faire pour écarter les arguments en question, à rationaliser nos habitudes plutôt que de se sentir forcé de changer nos comportements. Je vous invite donc aujourd'hui à essayer d'être réellement ouvert et à faire comme si vous étiez parfaitement objectif, en fait, comme si vous n'aviez rien à perdre dans tout ça. Parce que l'approche que je vais vous présenter, elle est certainement pas complètement farfelue non plus, pas déraisonnable. Elle est d'ailleurs prise de plus en plus au sérieux dans le milieu universitaire. Ceux qui ne sont pas d'accord avec elle doivent tout de même en tenir compte, répondre aux arguments sur lesquels elle s'appuie. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous présenter d'abord un argument consensuel, qui est sans doute celui auquel les défenseurs de la libération animale ont le plus souvent recours. Mais je voudrais ensuite aller un peu plus loin et poursuivre sur un argument plus audacieux, disons, consistant à défendre rien de moins que l'égalité morale de tous les animaux sensibles. Si j'ai envie d'insister comme ça sur le deuxième type d'argument, c'est que c'est lui qui m'a moi-même amené, moi qui n'avais jamais ressenti particulièrement d'empathie envers les animaux et qui adorait le steak, à devenir végétarienne il y a près de 25 ans de ça et peu après, donc à devenir végane. En gros, c'est le plan que je vous propose pour la prochaine heure. Je pense prendre un petit peu moins de temps que ça. On aura ensuite la possibilité, je crois, d'en discuter. Je suggère qu'on se demande d'abord ce qu'est l'éthique animale, pour ensuite se pencher sur l'argument consensuel que je vous annonçais, avant d'expliquer plus en détail l'argument égalitariste ou antispéciste qui a ma faveur. Je vais finalement dire quelques mots à propos des implications pratiques, individuelles et collectives de tout ça, puis terminer sur des questions qui ne sont toujours pas réglées au sein du mouvement et qui sont sujettes à de très vifs débats entre animalistes. On commence donc par se demander ce qu'est l'éthique animale. L'éthique animale, c'est la branche de la philosophie morale qui porte sur la responsabilité des êtres humains à l'égard des autres animaux pris individuellement. Je dis autres animaux parce que, évidemment, les êtres humains sont eux aussi des animaux d'un point de vue biologique, des mammifères, une espèce de grand singe. L'éthique animale, c'est une discipline qui se distingue de l'éthique environnementale, qui adopte souvent une perspective plus holistique ou englobante et qui s'intéresse à la protection des espèces et des écosystèmes, par exemple, sans nécessairement se préoccuper de la souffrance et de la mort de chaque animal appréhendé en tant qu'individu. Le point de départ de toute réflexion portant sur nos obligations morales à l'endroit des animaux, c'est la reconnaissance de leur sensibilité. Certains parlent de sentience. J'entends ça comme des synonymes. On a toutes et tous entendu parler de la théorie de l'animal-machine du grand philosophe René Descartes,
selon qui les animaux peuvent être comparés à des machines très complexes et efficaces, mais incapables de ressentir quoi que ce soit. On raconte que Nicolas Malebranche, disciple de Descartes, après avoir donné un coup de pied à sa chienne, aurait répondu aux protestations de la personne qui l'accompagnait en lui demandant « Et quoi, ne savez-vous pas bien que cela ne sent point ?» Dans une perspective néo-cartésienne, certains auteurs contemporains, comme Peter Harrison ou Peter Carothers par exemple, soutiennent encore aujourd'hui que la sensibilité serait une caractéristique qui s'étant développée exclusivement chez les Homo sapiens. Il faut tout de même reconnaître que ces philosophes-là sont l'exception en quelque sorte qui confirme la règle. Mis à part l'exception cartésienne, très peu d'intellectuels dans l'histoire des idées ont sincèrement cru que les animaux étaient incapables d'états mentaux. Si la plupart ont nié l'importance morale de la sensibilité des animaux, pour des raisons théologiques surtout, rares sont ceux qui ont nié son existence. C'est pas vraiment surprenant, il suffit d'observer un peu les animaux non humains pour deviner qu'ils n'aiment pas la douleur et cherchent le confort. Celles et ceux qui vivent avec des animaux de compagnie savent très bien, par exemple, que les chiens et les chats ont mal quand on leur marche sur la queue accidentellement. Et depuis maintenant plusieurs années, on a même recours à des modèles animaux pour développer et tester des médicaments antidouleurs pour les êtres humains. Alors, toute cette recherche-là repose précisément sur la supposition que l'expérience subjective de la douleur est la même chez les animaux que chez les êtres humains. On a en gros 3 raisons majeures de croire que plusieurs animaux non humains peuvent ressentir la douleur et souffrir d'une manière comparable aux animaux humains. Premièrement, de nombreux non-humains se comportent largement comme nous, comme les humains, donc quand ils ressentent de la douleur. En effet, il y a de très nombreux animaux non-humains qui réagissent exactement comme nous quand ils sont affectés par des stimuli nocifs ou repoussants en les évitant ou en fuyant, en affichant certaines expressions faciales, des contorsions typiquement associées à la douleur, parfois même en gémissant, puis en limitant l'utilisation de leurs membres blessés pour en favoriser le repos et la guérison. Deuxièmement, de nombreux animaux non humains disposent d'une partie ou même de tout le matériel neurobiologique ou électrobiochimique qui permet aux humains de ressentir la douleur. D'abord, l'ensemble des observations et recherches, qui est souvent paradoxalement obtenues par le recours à l'expérimentation animale, tend à démontrer l'existence des dispositions physiologiques de la douleur chez tous les vertébrés et possiblement même chez certains invertébrés. Comme premier type de disposition à la douleur, on peut penser à la nociception, qui est le mécanisme neurologique qui permet la détection par les terminaisons nerveuses de certains organes des stimuli nocifs qui pourraient potentiellement endommager les tissus. Ensuite, des données physiologiques additionnelles semblent indiquer que les réactions nociceptives sont interprétées ou évaluées négativement par de nombreux non-humains, exactement comme elles le sont normalement par les humains. Ce qui signifie que les non-humains ressentent bien de la douleur et qu'ils sont importunés par elle. D'une part, on observe l'activité électrique au niveau des mêmes zones du cerveau quand certains animaux non-humains font face aux stimuli que les humains considèrent comme douloureux ou souffrants. Et d'autre part, les hormones qui sont sécrétées pour rendre le fait d'avoir certains tissus corporels endommagés tolérables ont été retrouvées chez les membres de plusieurs autres espèces. Troisièmement, depuis Darwin et sa thèse évolutionniste de la continuité du vivant, on sait qu'il y a peu ou pas du tout de différence qualitative entre les humains et les animaux non humains. Il n'y aurait que des différences de degrés. La sensibilité se serait développée graduellement et serait apparue relativement tôt dans l'histoire de l'évolution des espèces animales. Par conséquent, on peut présumer que si les êtres humains sont capables, puisque les êtres humains sont capables de ressentir de la douleur, plusieurs autres animaux le peuvent certainement aussi. L'ensemble des indices dont on dispose une fois cumulés nous permet de conclure que le plus probable est qu'il existe bel et bien quelque chose comme une sensibilité non humaine. Récemment, je pense que c'était en 2012, et à la suite d'un colloque sur la conscience animale tenu au Churchill College de l'Université de Cambridge en Angleterre, un groupe de scientifiques réputés a d'ailleurs signé la Déclaration de Cambridge sur la conscience animale. On peut y lire la conclusion suivante. Bon, là, c'est un peu laborieux, mais je la lis quand même avec vous.
Le fait que certains organismes soient dépourvus de néocortex ne semble pas les empêcher de faire l'expérience d'états affectifs. Des preuves convergentes indiquent que les animaux non humains disposent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques de la conscience, ce qui va de pair avec la capacité à agir de manière intentionnelle. Conséquemment, la valeur probante des indices dont nous disposons indique que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui génèrent la conscience. Les animaux non humains, incluant tous les mammifères et les oiseaux, de même que plusieurs autres créatures comme les pieuvres, possèdent aussi ces substrats neurologiques. Excusez la maladresse de ma traduction, mais on peut en retenir que bien des animaux non humains sont non seulement capables de nociception, mais sont capables de réelle sensibilité, c'est-à-dire d'expériences mentales conscientes, agréables ou désagréables. Je le disais, on sait depuis longtemps que les êtres humains ne sont pas les seuls animaux à être capables de souffrir. Et c'est ce que la science a plus récemment confirmé. Toutefois, on ignore toujours les implications morales de notre savoir scientifique. La raison pour laquelle il me semble aussi important d'insister sur la sensibilité des animaux, alors que c'est tout compte fait relativement évident, c'est qu'on agit toujours comme si les animaux n'étaient en fait que de simples machines. Pourtant, à partir du moment où un individu est sensible, il y a un point de vue subjectif sur le monde. Sa vie peut être améliorée ou détériorée de son point de vue à lui. Il se soucie de ce qui lui arrive. Il y a des préférences, des désirs, des volontés. Il peut être affecté consciemment, que ce soit positivement ou négativement, par la façon dont on le traite. Il a donc, en d'autres mots, des intérêts personnels. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a des devoirs moraux envers lui directement. Pas des devoirs moraux qui le concernent, mais qui servent ultimement les intérêts des êtres humains qui les utilisent. Pas le devoir moral de sauver les derniers représentants d'une espèce parce que l'extinction des espèces nuit à la biodiversité, qui à son tour nuit aux intérêts des êtres humains des générations futures. Le devoir d'éviter la cruauté envers les animaux parce que ça durcirait les cœurs et que ça risquerait d'augmenter la cruauté envers les êtres humains. Non. Des devoirs moraux dus aux animaux eux-mêmes, individuellement, peu importe les effets sur les êtres humains. Quand un être est conscient, quand il est sensible, il est donc digne de considération morale. Il doit être inclus dans ce qu'on appelle la communauté morale qui regroupe les individus ayant une valeur en soi, une valeur qui n'est pas instrumentale ou dérivée d'autre chose. Autrement dit, les dommages causés aux êtres sensibles sont graves parce qu'ils sont graves du point de vue de chacun de ces êtres sensibles-là eux-mêmes. Et c'est à partir de ça, de la reconnaissance de la sensibilité animale, donc, que bien des défenseurs des animaux font un raisonnement simple et bien peu controversé, en fait. Ils se disent, puisque les animaux comptent moralement et que leurs souffrances et leurs morts sont sérieuses et graves, eh bien, il faut les éviter autant que possible. À moins qu'il soit vraiment nécessaire de le faire, leur infliger de la douleur ou les priver des choses plaisantes dont ils auraient autrement pu faire l'expérience en mettant prématurément fin à leur jour, c'est donc moralement condamnable. Cette exigence-là est en fait tellement évidente que le législateur l'a intégrée dans notre droit. Depuis déjà très longtemps, le Code criminel canadien, par exemple, interdit qu'on fasse souffrir des animaux sans nécessité ou qu'on tue des animaux sans excuse légitime. On reconnaît déjà, en gros, que la souffrance et la mort des animaux ne sont justifiées que si elles sont, en quelque sorte, un mal nécessaire. Et comme le remarque le moine bouddhiste Mathieu Ricard, en l'absence d'une telle nécessité, elles sont un mal tout court. Le critère de la nécessité est donc bien établi. Pourtant, il est toujours socialement accepté et légalement permis d'infliger de la douleur à des animaux et de les tuer dans le cadre d'activités comme la chasse sportive, la fabrication de vêtements, le spectacle ou l'élevage pour l'alimentation humaine. Parmi les pratiques qui sont douloureuses pour les animaux, seules celles qui s'éloignent des façons de faire qui sont courantes ou normales dans l'industrie concernée sont prohibées par la loi. La douleur que ces pratiques causent est alors jugée non nécessaire, alors que celle qui est entraînée par les pratiques jugées normales dans cette industrie-là est au contraire présumée nécessaire. Le problème dans tout ça, c'est ce que nous a fait remarquer le juriste américain Gary L. Francione, c'est qu'on n'a aucune bonne raison de limiter l'application du critère de la nécessité aux seules pratiques ou méthodes employées au sein des industries qui exploitent les animaux,
En effet, les activités et les industries elles-mêmes devraient aussi être évaluées à la lumière de ce critère-là. Or, à y regarder de plus près, on se rend compte que la vaste majorité d'entre elles ne sont pas nécessaires. Dans son livre « Introduction aux droits des animaux », Francione soutient que la quasi-totalité de l'exploitation animale en cours ne peut pas, en fait, satisfaire ce critère pourtant bien en place de la nécessité. Pour étayer son argument, son raisonnement, Francione met de l'avant une analogie troublante. Il nous dit « Une personne sadique qui torture un animal par pur plaisir nous paraîtrait commettre un acte moralement répréhensible qui contreviendrait d'ailleurs à notre droit criminel. Pourtant, quand on utilise des animaux dans le cadre de l'une ou l'autre des nombreuses activités socialement acceptées, on le fait pourtant souvent, comme la personne sadique, que par plaisir. En effet, nous dit Francione, la chasse et la pêche consistent bien souvent à infliger de la souffrance pour le plaisir sportif. Le cirque, le cinéma, les courses ou combats d'animaux, le rodéo, la corrida, le zoo, les spectacles aquatiques, toutes ces activités-là sont des activités de pur divertissement. La fourrure, le cuir et la laine ne servent maintenant plus qu'à suivre la mode. L'alimentation carnée, la consommation de produits laitiers et d'œufs semblent dorénavant servir exclusivement notre plaisir gustatif ou encore celui qu'on retire du maintien des traditions culinaires. Le plus souvent, il semble que c'est ultimement parce qu'il est plaisant ou commode d'utiliser des animaux qu'on accepte de les faire souffrir autant qu'on le fait. Sauf que le plaisir, c'est aussi ce qui motive les personnes cruelles à torturer des animaux. Et ça ne peut pas raisonnablement, nous dit Francione, être assimilé à de la nécessité. Francione analyse cette situation-là et diagnostique ce qu'il appelle notre schizophrénie morale. Il observe que d'une part, on admet que la souffrance des animaux doit être prise très au sérieux, mais d'autre part, on accepte de faire souffrir des animaux pour le moindre de nos caprices. En résumé, l'argument consensuel consiste à dire que si on faisait qu'appliquer rigoureusement nos propres principes éthiques, on devrait abandonner la vaste majorité des activités et des pratiques qui impliquent l'exploitation d'animaux sensibles parce que la très vaste majorité d'entre elles leur cause de la souffrance ou une mort prématurée. Si on faisait qu'appliquer notre critère bien accepté, donc bien établi de la nécessité, on se retrouverait avec un monde débarrassé de quasiment toute exploitation animale. La seule activité qui pourrait sembler répondre à des considérations plus sérieuses, dépassant celle du simple plaisir, c'est la recherche scientifique. Francione consacre donc un chapitre entier à de son livre à la vivisection et cherche à démontrer, dans un premier temps, que la très vaste majorité des recherches scientifiques impliquant des animaux ne sont pas elles non plus nécessaires. Il présente de nombreuses preuves à cet effet-là, notamment des expériences scientifiques qui ont gravement nui à la santé humaine parce que les effets secondaires de certains médicaments dangereux pour les êtres humains n'affectaient pas les animaux sur lesquels ils avaient été testés. Le fait que la plupart des expériences servent qu'à tester la toxicité de produits domestiques ou cosmétiques. La possibilité que si l'argent investi dans la recherche l'était plutôt dans le développement de méthodes alternatives, on obtiendrait des résultats encore plus utiles à la santé humaine. Le fait que les animaux sont souvent utilisés dans le cadre de procédures si complexes qu'il devient impossible d'évaluer le lien causal réel entre l'utilisation d'animaux et l'obtention de résultats utiles. Le fait que de très nombreuses expériences invasives ont été menées dans le seul objectif de satisfaire la curiosité sans que ce soit réellement lié à la santé ou à l'amélioration de la vie des êtres humains, etc. En conclusion, l'expérimentation animale, comme toutes les autres activités impliquant l'utilisation d'animaux, ne serait généralement pas nécessaire. Bon, le raisonnement de Francione peut fonder sur la douleur ou la mort infligée sans nécessité, peut nous amener à nous convaincre de renoncer à toute utilisation non nécessaire des animaux qui implique qu'on les fasse souffrir ou qu'on les tue. Mais qu'est-ce qu'on doit penser des expériences biomédicales qui, elles, causent, oui, de la douleur aux animaux, mais qui sauvent réellement des vies, ou du moins qui sont effectivement utiles à la santé humaine? Ou quoi penser, à l'inverse, des formes d'exploitation dont on pourrait peut-être se passer, mais qui n'impliquent pas nécessairement de la douleur pour les animaux utilisés? Quoi penser, par exemple, du petit élevage familial et bio où on garderait des poules ou des moutons pour leurs œufs ou leur laine? Bien sûr, on sait qu'il y a plus de 95%, je pense, de nos produits d'origine animale proviennent d'élevages industriels où les animaux souffrent horriblement.
On sait aussi que même dans les petits élevages extensifs et biologiques, on sépare, par exemple, les veaux de leur mère dans une détresse incroyable quelques jours ou quelques heures après leur naissance. On a recours à toutes sortes de pratiques extrêmement douloureuses pour les animaux. Mais on peut quand même imaginer, en principe, disons, des fermettes idéales où les animaux sont réellement bien traités et où on en prend soin jusqu'à ce qu'ils meurent de leur belle mort, même s'ils sont devenus moins productifs et donc moins rentables. On a vu que l'argument consensuel peut nous convaincre de renoncer à la quasi-totalité des pratiques courantes reposant sur l'exploitation animale parce qu'elles ne sont pas nécessaires et parce qu'elles causent de la douleur aux animaux. Mais est-ce que les exceptions restantes, celles qu'on vient d'évoquer, donc, sont, elles, acceptables moralement? Est-ce qu'on peut maintenir la micro-proportion des expériences, des tests scientifiques, des expériences scientifiques sur des animaux qui sauvent réellement des vies? Est-ce qu'on peut conserver les élevages où les animaux ne subissent pas de traitement douloureux et ne sont pas tués prématurément en supposant qu'on puisse en trouver? C'est un raisonnement antispéciste cette fois-ci qui nous force, je pense, à répondre par la négative et à nous opposer même aux formes comme ça les plus utiles ou les plus douces d'exploitation animale. Quand on s'intéresse à la justice comparative plus précisément, on peut difficilement éviter la notion de discrimination arbitraire tellement elle tient un rôle important dans l'application d'un grand principe de justice, un principe qui remonterait à Aristote, dit-on, principe selon lequel il faut traiter les cas similaires de manière similaire. Ce que nous dit ce grand principe-là, qui se trouve d'ailleurs au fondement de toutes nos meilleures théories de la justice, c'est que pour discriminer, c'est-à-dire pour traiter des cas semblables de manière différente, ça prend une bonne raison, une raison moralement valable, une justification satisfaisante d'un point de vue moral. Bien sûr, toutes les discriminations ne sont pas forcément injustes. D'abord, discriminer entre les pommes et les oranges, c'est simplement distinguer les unes des autres et ça ne concerne pas vraiment la justice. Mais le terme de discrimination, vous le savez, est polysémique. Et quand il renvoie au traitement préférentiel d'individus ou de groupes d'individus, il intéresse la morale, la politique et le droit. Or, même dans ce sens-là, la discrimination n'est pas nécessairement injustifiée. Il semble raisonnable, par exemple, de refuser d'accorder un permis de conduire aux personnes non-voyantes, même à celles qui ont très envie de conduire, ou de ne permettre qu'aux gens qui ont étudié la médecine de la pratiquer, même si d'autres personnes pourraient avoir envie d'exercer ou intérêt même à exercer la profession de médecin. Dans ces exemples-là, le critère de discrimination, le critère de sélection, c'est la compétence. Mais je pense qu'on peut même accepter certaines discriminations qui sont fondées sur de simples préférences personnelles. Est-ce qu'il serait nécessairement mal ou injuste de choisir ses amis de manière capricieuse ou même aléatoire? C'est plate pour les autres, mais ça semble légitime. On accepte aussi que des gens fassent des cadeaux à qui ils veulent. Discriminer dans ces cas-là nous paraît acceptable. Par contre, les caprices ou les simples préférences personnelles ne peuvent certainement pas justifier toutes les différences de traitement entre individus ou entre groupes d'individus. Quand on traite différemment les uns et les autres, il semble nécessaire de le faire sur la base d'un critère pertinent dans les circonstances, d'une manière qui ne remet pas en cause l'égalité morale des personnes, qui ne témoigne pas d'un manque de respect, d'une atteinte à leur dignité. Discriminer entre les hommes et les femmes quand on choisit un partenaire sexuel, c'est certainement permis d'un point de vue moral. Ça s'explique par le fait que l'orientation sexuelle d'une personne paraît pertinente dans ce contexte bien précis. Sauf que ces mêmes préférences sexuelles-là ne pourront pas justifier une différence de traitement dans l'accès aux soins de santé, par exemple, ou dans l'embauche pour un poste de prof au cégep. Pour cibler, le plus souvent dénoncer, certaines formes injustes que peut prendre la discrimination, on parle de racisme, de sexisme, d'agisme, de capacitisme, de classisme, etc. Le critère de la couleur de la peau ou de l'apparence ethnique, celui du genre ou du sexe, celui de l'âge, celui des capacités du corps ou de l'esprit, ou encore celui de la classe sociale, ne peuvent certainement pas justifier toutes les discriminations, surtout pas celles qui pourraient affecter le statut moral et juridique qu'on donne aux uns et aux autres. Comme ces caractéristiques-là n'ont aucune pertinence quand vient le temps d'attribuer une valeur morale aux différents individus, on estime que tous les êtres humains, peu importe leur particularité de cet ordre-là, sont moralement et légalement considérés comme des égaux, sont moralement et légalement des égaux.
Même si je suis moins intelligente que vous, je suppose, j'espère en tout cas, que vous conviendrez que je suis pas inférieure à vous sur le plan moral, que je devrais avoir les mêmes droits individuels fondamentaux. Par analogie avec toutes ces formes de discrimination injustifiée, le psychologue britannique Richard Ryder proposait au tout début des années 70 le terme spécisme pour envoyer la discrimination faite en fonction de l'appartenance à une espèce animale ou une autre. C'est toutefois au philosophe australien Peter Singer, que vous connaissez peut-être, que l'on doit d'avoir popularisé le terme grâce à la parution de son fameux livre « La libération animale ». La notion de spécisme allait ensuite inspirer le développement de toute une littérature en éthique animale, à commencer par les cahiers antispécistes, qui donnent, eux, la définition suivante du terme. Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, la volonté de ne pas prendre en compte, ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de liens logiques avec ce qu'elles sont censées justifier. En pratique, le spécisme est l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. Voilà. L'idée, c'est que l'espèce, pas plus que les autres caractéristiques biologiques, n'a la pertinence qui permettrait d'établir une hiérarchie morale entre les individus. L'expérience de pensée proposée par John Harris illustre bien cette idée-là. Harris imagine qu'on tombe, nous, les humains, sous la domination d'extraterrestres qui se considèrent comme supérieurs à nous, de la même manière qu'on se considère, nous, aujourd'hui, comme supérieurs aux autres animaux terrestres. Harris demande si on concéderait aux extraterrestres le droit de nous élever et de nous tuer pour se nourrir, si on reconnaîtrait tout simplement qu'ils sont dans leur bon droit de nous exploiter pour leurs fins. Et poser la question, c'est déjà y répondre. Il fait remarquer qu'on serait sans doute non seulement effrayé, mais aussi scandalisé, qu'on aurait envie de plaider notre cause en faisant remarquer aux extraterrestres qu'on a beau être moins intelligent qu'eux, qu'on a beau être incapable de télépathie, qu'on a beau se faire la guerre et polluer la planète. Il n'en demeure pas moins que notre vie et notre liberté, on y tient, que c'est tout ce qu'on a, que c'est pas parce qu'on n'appartient pas à l'espèce supérieure qu'on devrait perdre tous nos droits individuels. Dans une situation comme celle-là, on voudrait pouvoir argumenter que s'ils sont si bons que ça, ces extraterrestres-là, s'ils sont réellement supérieurs à nous moralement, qu'ils le prouvent en nous protégeant pour vrai et en refusant de nous exploiter. Dans son article « Killing for Food », Harris cherche à convaincre ses lecteurs que manger de la viande, c'est injuste. Mais ce qu'il fait, en même temps, c'est de montrer que la simple appartenance à une espèce ou à une autre n'est pas nécessairement une raison valable de discriminer entre les individus. Le spécisme peut donc être compris comme la discrimination injustifiée en fonction de l'espèce. Mais comme on pouvait le deviner en lisant la définition qu'en donnaient les cahiers antispécistes ou en se prêtant à l'expérience de pensée de Harris, il peut aussi se présenter sous une forme indirecte. Plutôt que de se fonder sur l'espèce biologique en tant que telle, la discrimination injustifiée peut avoir pour fondement une caractéristique typiquement associée à l'espèce. Une analogie avec un autre type de discrimination indirecte aide à bien comprendre. Pensons par exemple à la décision d'écarter les femmes de certaines professions parce qu'elles ne sont pas aussi fortes que les hommes, physiquement. D'abord, il faudrait encore s'assurer que les femmes n'ont effectivement pas la force suffisante pour exercer le métier en question. Il serait inapproprié d'écarter d'emblée toutes les femmes si certaines d'entre elles sont en fait très fortes, du moins aussi fortes que certains des hommes qui sont autorisés, eux, à exercer le métier concerné. Ensuite, même si la force peut être un critère de sélection pertinent pour certains métiers, comme celui de pompier ou de pompière peut-être, c'est pas vrai pour tous les types d'emplois. Il serait évidemment injuste d'empêcher les femmes d'accéder à la profession de juge, par exemple, sous prétexte qu'elles ne sont pas assez fortes. Et quand il s'agit non pas de permettre l'accès à une job, mais d'accorder un statut moral, il serait encore là évident que le critère de la force n'aurait aucune pertinence, ni pour déterminer si une personne peut être juge, donc, ni pour déterminer si elle a autant de valeur morale que les autres. De manière comparable, on peut penser qu'il est spéciste de discriminer les animaux non humains sous prétexte qu'ils sont moins intelligents
que les êtres humains ou qui sont incapables de réciprocité, c'est-à-dire qui sont incapables d'assumer des obligations morales, d'être tenus responsables de leurs actes. Ça pourrait être injuste, ça pourrait être spéciste pour deux types de raisons. Ou bien parce que les animaux disposent en fait de capacités cognitives plus complexes que ce qu'on a longtemps cru et que notre impression qu'ils n'ont pas les capacités requises relève finalement de nos simples préjugés. Ou encore parce que ces capacités-là, typiquement associées à l'humanité, n'ont pas plus de pertinence morale en fait que l'appartenance à l'espèce humaine elle-même. Et pour faire ressortir le deuxième type de problème, de loin le plus sérieux, les auteurs en éthique animale ont souvent recours à l'argument dit des cas marginaux. L'argument des cas marginaux consiste à rappeler qu'il y a beaucoup d'êtres humains, comme les enfants en bas âge, les personnes en situation de handicap intellectuel ou les personnes séniles, par exemple, qui disposent pas plus que les animaux non humains des capacités mentales auxquelles on est parfois tenté d'attribuer une importance morale décisive. Or, puisqu'on considère que ces personnes-là sont également dignes de respect, qu'elles n'ont pas moins de valeur morale que les autres, il faut alors reconnaître que les facultés cognitives sophistiquées ne sont pas réellement ce qui se trouve au fondement du statut moral des individus. Si on y croyait vraiment à cette hypothèse que ce sont des trucs comme l'autonomie rationnelle ou la conscience de soi qui donnent aux membres de l'humanité leur valeur morale, on restreindrait la communauté morale à une partie de l'humanité seulement, c'est-à-dire seulement à ceux et à celles qui possèdent effectivement ces capacités-là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait, fort heureusement. Même si plein de gens vulnérables sont encore horriblement discriminés aujourd'hui, le fait est qu'on n'arrête pas de répéter, et avec raison, que tous les humains naissent égaux et que tous les humains jouissent des droits fondamentaux de la personne. En fait, on pourrait même dire que les droits individuels fondamentaux servent tout particulièrement à protéger les plus vulnérables d'entre nous, ceux qui, justement, ont le plus besoin de protection. On le sait bien, en fait, que les différences cognitives n'ont pas plus de pertinence morale que les caractéristiques biologiques, comme la couleur de la peau, le sexe ou l'espèce. La seule capacité qui semble, elle, avoir vraiment une pertinence morale, c'est la sensibilité. C'est d'ailleurs la seule caractéristique qu'ont en commun tous les êtres humains qu'on considère comme des égaux. C'est cette capacité-là, en réalité, qui se trouve au fondement de l'égale valeur morale des individus. Or, comme on l'a vu, des animaux d'autres espèces ont aussi la caractéristique d'être sensibles. Par conséquent, il semble injustifié de refuser d'étendre l'égalité morale à tous ces autres animaux, à tous les animaux sensibles. Il convient alors de se demander en quoi consiste plus précisément cette égalité dont on parle. Pour Peter Singer, dont on a parlé tout à l'heure, l'égalité dont il s'agit est celle de la considération des intérêts de chacun, peu importe l'espèce à laquelle ce chacun appartient. Selon Singer, quand on doit décider comment se comporter, il faut tenir compte des intérêts de toutes celles et de tous ceux qui peuvent être affectés par notre action, qu'ils soient humains ou non humains, et accorder autant d'importance donc aux intérêts comparables des uns et des autres, sans tenir compte des autres caractéristiques des individus concernés. Si une intervention médicale risque de causer autant de douleur à un lapin qu'elle en causerait à un être humain, ça signifie qu'il faut prendre exactement les mêmes précautions analgésiques ou anesthétiques pour le lapin qu'on en prendrait si le patient était humain. Pour d'autres auteurs, comme Gary Francione notamment, une application rigoureuse du principe de l'égale considération des intérêts implique de reconnaître à tous les êtres qui ont des intérêts, à tous les êtres sensibles donc, le droit qu'il qualifie de prélégal, de ne pas être traité comme de simples propriétés, comme de simples ressources à la disposition des autres. Dans mon travail, ce que j'ai pour ma part cherché à faire, c'est à développer l'idée que Paola Cavalieri présentait dans son livre « The Animal Question », idée selon laquelle on devrait étendre les droits les plus fondamentaux de la personne à tous les êtres sensibles. Selon Cavalieri, les droits de la personne ne devraient pas être exclusivement humains. Dans mes recherches, j'ai entrepris de vérifier en quelque sorte si Cavalieri avait raison de revendiquer l'octroi de certains des droits de la personne, soit les droits moraux et légaux les plus fondamentaux, non seulement aux grands singes ou aux animaux qui nous ressemblent le plus, mais à tous les êtres sensibles. Est-ce qu'on devrait, comme elle le suggère, élargir la famille des sujets de droit pour y inclure tous les vertébrés, possiblement même certains invertébrés? Ma thèse consistait à essayer de montrer que oui, Cavalieri a bien raison.
Et pour le faire, j'ai pensé qu'il suffisait en fait de combiner le principe d'égale considération des intérêts, qui découle du principe d'égalité aristotélicien, à un autre grand principe, juridique celui-là, selon lequel les droits, du moins les droits les plus fondamentaux, ont pour fonction de protéger les intérêts fondamentaux de leurs titulaires. Et à partir de là, on bascule dans le juridique. Les droits fondamentaux protégés par nos chartes, comme l'a affirmé la Cour suprême du Canada, offrent à l'individu un rempart contre la tyrannie de la majorité. Plus que tout autre droit, ils établissent une forme de barrière de protection autour de chaque individu qui les protège donc contre les décisions des plus forts ou des plus nombreux. Et même si ces droits-là ne sont jamais absolus, on peut très rarement les enfreindre. Ils admettent vraiment très peu de dérogations. Par opposition aux autres droits, les droits les plus fondamentaux ont la particularité de constituer le socle de tous les autres. On les qualifie de fondamentaux parce qu'ils se trouvent au fondement de tous les autres droits. Parce que sans eux, tous les autres droits semblent inutiles ou précaires. Le droit de faire son épicerie, le droit de voter ou d'aller à l'école, de se marier, par exemple, tous ces droits sont en péril si on n'a pas d'abord le droit de vivre ou le droit à la liberté et qu'on peut en toute légalité et à tout moment être tué ou fait captif. Si on peut faire de moi une esclave, je perds mon droit d'aller au cinéma. Si on me retire mon droit à la vie, je ne peux plus exercer mon droit de fréquenter la bibliothèque ou de vendre mon vélo à mon ami. Tous les droits ou toutes les libertés, peut-être, qu'on exerce donc au quotidien, présupposent les droits les plus fondamentaux. On parle aussi de droits fondamentaux parce qu'ils protègent des intérêts fondamentaux. L'intérêt à ne pas être asservi ou à ne pas être torturé sont des intérêts évidemment plus sérieux et plus essentiels que l'intérêt à avoir accès à la culture ou que l'intérêt à exercer son droit de vote même. Si on est d'accord avec le grand principe de l'égale considération des intérêts, et si on est d'accord avec la théorie qu'on vient de voir, la théorie selon laquelle les droits fondamentaux servent à protéger les intérêts fondamentaux de celles et de ceux qui bénéficient des droits en question, et si on combine donc ces deux principes-là, on arrive à la conclusion qu'il faut accorder les droits fondamentaux de la personne à tous les êtres qui ont les intérêts individuels que ces droits-là ont pour fonction de protéger. Mes recherches ont porté plus particulièrement sur les 3 intérêts de base qui sont intimement liés à ce qu'on considère être les plus fondamentaux de nos droits humains. Il s'agit de l'intérêt à ne pas souffrir, qui fonde le droit de ne pas être torturé ou le droit à la sécurité physique ou psychologique, de l'intérêt à persister dans son existence, qui est à la base du droit de ne pas être tué ou du droit à la vie, et de l'intérêt à être libre, qui est au fondement du droit de ne pas être exploité, de ne pas être asservi ou approprié, ou du droit à la liberté. Ce serait un peu trop long d'entrer dans les détails ici, mais ce que je fais dans mon livre, c'est d'explorer chacun de ces intérêts fondamentaux particuliers et de vérifier l'apanage de l'humanité ou s'ils sont partagés par d'autres animaux, pour savoir si on a raison de réserver les droits qui protègent ces intérêts-là aux seuls êtres humains. Pour ce qui est de l'intérêt à ne pas souffrir, c'est pas bien compliqué puisqu'il est maintenant reconnu que de nombreux animaux non humains sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont comme nous, et on l'a beaucoup répété, capables de ressentir la douleur et de souffrir. Or, comme la douleur physique ou psychologique, c'est une expérience désagréable que les individus cherchent à éviter, il semble évident que tous les êtres sensibles ont intérêt à ne pas souffrir. Quand il s'agit donc de décider qui devrait être protégé contre les traitements douloureux par le droit à la sécurité physique ou psychologique, il semble que le seul critère pertinent est celui de la sensibilité et que la réponse est donc tous les êtres sensibles. Et, les implications de ça sont déjà énormes. Si on accorde à tous les animaux sensibles le droit de ne pas subir de traitement douloureux, ça signifie en gros qu'on doit donner raison à Francione et renoncer à peu près à toutes nos pratiques impliquant l'exploitation d'animaux, incluant même la plupart des expériences scientifiques sur des animaux qui sont utiles à la santé humaine. C'est vrai parce que à peu près toutes nos activités, comme l'élevage pour l'alimentation, la production de vêtements ou d'accessoires faits à partir de laine, de cuir ou de fourrure, les spectacles ou lieux de divertissement comme le cirque, le zoo ou même l'expérimentation animale, donc tout ça cause énormément de douleur aux animaux utilisés. Mais le pire, c'est que même si les animaux en question étaient super bien traités, au point où on pourrait dire qu'ils ne souffrent absolument pas, comme le laissent penser certaines représentations bucoliques d'élevages familiaux hyper idéalisés, le fait qu'on les tue demeurerait extrêmement problématique. Parce qu'à partir du moment où un être est sensible, cet être-là a des intérêts. L'intérêt à ne pas souffrir, bien sûr, mais pas que lui.
Tous les êtres sensibles, parce qu'ils sont non seulement capables de ressentir la douleur, mais aussi d'éprouver du plaisir, perdent en mourant tous les bons moments, tous les moments agréables et toutes les autres bonnes choses dont ils auraient pu faire l'expérience consciente si on ne les avait pas tués. Ils ont donc intérêt, comme nous, à rester en vie. Et suivant le principe aristotélicien d'égalité, suivant le principe de l'égale considération des intérêts, ils méritent eux aussi, conséquemment, de jouir du droit à la vie qui protège les individus contre le meurtre. Si, en plus d'écarter toutes nos pratiques qui impliquent de faire mal aux animaux, on abandonne aussi celles qui consisteraient à les tuer de manière indolore, alors il reste vraiment plus grand-chose. Quasiment toutes nos activités qui impliquent l'utilisation d'animaux non humains disparaissent. Sauf que théoriquement, on pourrait quand même imaginer continuer à utiliser des animaux, des poules pour leurs œufs ou des moutons pour leur laine, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou encore des chiens pour la zoothérapie, sans leur causer de la douleur et sans les tuer de manière prématurée, mais tout en continuant à les considérer comme nos propriétés qu'on peut s'échanger, vendre, acheter. Et la question viendrait alors, est-ce que ce serait là de l'exploitation? Est-ce que ça contreviendrait aux intérêts des animaux en question? Est-ce que, en fait, les animaux, en plus d'avoir intérêt à ne pas souffrir et à ne pas mourir prématurément, ont aussi intérêt à être libres? Ici aussi, la réponse semble être que oui. Selon l'interprétation de la liberté qui est la plus souvent retenue en philosophie politique, un individu est libre quand il peut faire ce qu'il veut sans subir de contraintes externes. Et selon cette perspective-là, tous les individus qui sont capables d'intentionnalité, c'est-à-dire qui ont des croyances et des préférences qu'ils cherchent à satisfaire, tous ces individus-là, donc, peuvent subir un tort quand ils sont arrêtés dans leurs élans ou dans leurs initiatives. À ce compte-là, vous l'aurez compris, tous les êtres sensibles, parce qu'ils sont capables d'intentionnalité, ont la capacité de profiter de la liberté et ont donc intérêt à être libres. Pire que ça, des auteurs vont aller jusqu'à dire que pour être libre, non seulement il ne faut pas subir de contraintes externes, mais il ne faut pas non plus risquer d'en subir. Encore faut-il ne pas se trouver dans une position de subordination qui nous place dans une situation où on est dominé, où on est à la merci du pouvoir arbitraire d'autrui. Et dans cet esprit-là, on peut soutenir que tous les animaux sensibles, parce qu'ils sont des agents, encore une fois, parce qu'ils sont capables d'agir de manière volontaire ou intentionnelle, subissent un dommage quand ils se retrouvent dans une position d'infériorité où ils risquent à tout moment que des gens en position d'autorité, ceux-là, décident arbitrairement d'intervenir dans leur vie pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Or, être la propriété d'un propriétaire, ça revient clairement à se trouver dans une position de subordination. Être soumis au régime de propriété prévu dans notre droit, ça contrevient donc à l'intérêt fondamental des animaux sensibles à être libres. Bon, je vais pas mal vite, je le reconnais, mais disons que mes recherches m'ont amené à conclure qu'à moins d'adhérer à une toute autre conception de la liberté, une conception qui a plein d'implications contre-intuitives, il faut le dire, il faut reconnaître que les animaux non humains sensibles ont intérêt à être libres eux aussi et qu'on ne peut donc pas les considérer comme nos propriétés et les exploiter pour nos fins, même si on pouvait le faire super gentiment. On sait bien que quand il s'agit d'êtres humains, c'est évident. À l'écran, on voit une vendeuse qui rassure une cliente en lui disant que le jupon qu'elle s'apprête à acheter est fait de coton bio cultivé par des esclaves traités humainement. L'esclavage humain, même bienveillant, demeurerait totalement inacceptable, c'est évident. On vient de voir que, selon la conception de la liberté comme non-domination, un traitement juste des animaux exige qu'on s'assure qu'ils ne se retrouvent pas dans une position d'infériorité. Et pour ça, il faut leur accorder un statut égal. Sur le plan juridique, ça signifie qu'ils doivent être considérés comme nous, comme des personnes à part entière. De toute manière, le statut juridique de personne dans l'état actuel du droit est nécessaire pour n'avoir ne serait-ce qu'un seul droit en bonne et due forme. C'est que dans notre système juridique, seules les personnes peuvent être des sujets de droit. Puisqu'on doit, sous peine de violer notre grand principe de justice aristotélicien, accorder au moins les droits les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles, ça signifie qu'on doit leur accorder à eux aussi le statut de personne. Et fort heureusement, il y a bien peu d'obstacles légaux infranchissables à ce projet-là. Accorder le statut de personne à un individu, ça n'implique évidemment pas de lui accorder tous les droits qui existent. On sait bien que les enfants n'ont pas tous les droits dont jouissent les adultes, par exemple. Ils sont pourtant des personnes physiques comme leurs parents.
Et il n'est pas non plus nécessaire, pour avoir des droits, de pouvoir soi-même agir en justice afin d'obtenir compensation ou réparation en cas de violation de ces droits-là, puisque des mécanismes de représentation, comme la tutelle ou la curatelle, par exemple, existent déjà et sont employés par certains êtres humains. Accorder les droits les plus fondamentaux aux animaux, ça implique donc de renoncer à leur causer de la douleur et à mettre fin à leur vie, mais ça implique aussi de renoncer à les exploiter pour nos fins de manière générale. Évidemment, vu l'état actuel des choses, vu la place que prend l'exploitation animale dans notre société, ça implique des changements considérables. Bon, on ne sait pas trop où se trouvent les femmes dans ce graphique-là, vous me direz, mais bon. Des changements individuels d'abord, dans le mode de vie de tout un chacun. Dans un monde où les animaux sensibles ne pourraient plus être considérés comme des marchandises, comme une source de nourriture, comme des ressources à notre disposition pour différents usages, on ne pourrait plus manger leur chair ou les aliments qui contiennent leurs sécrétions. On ne pourrait plus non plus se procurer tous les vêtements qui sont confectionnés à partir de laine, de cuir, de fourrure. On devrait renoncer à faire de l'équitation, à assister à des rodéos, à visiter le zoo. Éviter tout ça, ça revient en gros à devenir végane, puisque le véganisme, c'est justement le mode de vie qui consiste à éviter, dans la mesure du possible, tous les produits et les services issus de l'exploitation animale. Comme c'est maintenant défini dans les dictionnaires de langue française, le véganisme est en effet le mode de vie qui allie une alimentation exclusive par les végétaux, qui correspond au végétalisme, et le refus de consommer ce qui est issu de l'exploitation des animaux, qu'il s'agisse de produits, comme les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, etc., ou de services, comme l'équitation, les spectacles, les randonnées de traîneaux tirés par des chiens. Le véganisme, c'est donc un mode de vie. Mais ça peut aussi être conçu, et c'est ce que mon collègue, mon co-auteur Renan Larue et moi, on a défendu dans notre livre sur le sujet, comme un mouvement social et politique, comme un mouvement de justice fondé sur la conviction qu'il est injuste d'exploiter des animaux sensibles pour des fins humaines. Dans notre travail, on essaie de montrer que ce que les véganes font, c'est bien sûr d'adopter un certain mode de vie, c'est d'essayer d'agir dans leur vie quotidienne de manière conforme à leurs convictions, à leurs valeurs. Mais on insiste sur le fait que les véganes font ça pas juste pour se sentir bien ou pour avoir la conscience tranquille, mais dans un but précis, celui qu'on en arrive un jour à ce que ces convictions-là ou ces valeurs de respect des animaux supplantent et remplacent l'idéologie qui domine en ce moment, c'est-à-dire l'idéologie selon laquelle il est normal, naturel et nécessaire d'exploiter des animaux pour nos divers usages. Le véganisme est donc un mode de vie, oui, mais c'est plus que ça, j'oserais dire. C'est aussi un outil de transformation sociale, culturelle et institutionnelle. En d'autres mots, ça représente un engagement foncièrement politique. Parce que tant que l'exploitation animale sera permise par la loi et même encouragée par nos institutions, on aura le devoir, comme citoyennes et comme citoyens, non seulement d'adopter un comportement individuel conforme aux exigences de la morale, mais aussi de lutter pour l'obtention des changements institutionnels et législatifs, de militer pour que l'État en vienne à interdire l'exploitation animale et à punir ses contrevenants. Être végane, c'est déjà faire beaucoup en ce sens-là. Être végane, c'est pas seulement éviter les produits d'origine animale, c'est aussi passer son temps à s'expliquer à son entourage. Les véganes qui sont opposés à l'exploitation animale au point d'accepter de modifier leurs habitudes de manière à éviter de contribuer à ce qu'ils dénoncent se limitent rarement à faire ça seuls dans un coin ou avec leurs quelques amis déjà convertis. Les véganes non seulement boycottent par objection de conscience certains produits et services, mais ils sont sans cesse en train de se livrer à de l'activisme en exposant à droite et à gauche les raisons de leur mode de vie, leur motivation, les principes de compassion et de justice qui les animent. À parler des raisons pour lesquelles il est injuste d'exploiter des animaux comme on le fait, à contribuer à saper tranquillement les piliers culturels de l'hégémonie spéciste en place. Le véganisme, c'est donc une série de petits gestes de résistance quotidien, de résistance politique. C'est une politique du quotidien, en quelque sorte, tout ça dans le but de renverser l'idéologie dominante fondée sur un suprémacisme humain. On aurait donc tort, je pense, d'interpréter le véganisme comme une simple forme de consumérisme, disons, basée sur des préférences personnelles, comme un amour du tofu ou de la luzerne. C'est plutôt de l'activisme de l'ordinaire, c'est de nature politique. En résumé,
Disons, je dirais que le véganisme serait un engagement sincère et déterminé à se comporter dans sa vie quotidienne de manière conforme à la conviction selon laquelle il est injuste d'exploiter des êtres sensibles pour des fins humaines. Engagement pris dans l'objectif de contribuer par la transformation de la culture au renversement de l'idéologie spéciste dominante et à la libération politique des animaux. Élargir les droits fondamentaux de la personne à tous les êtres sensibles, considérer tous les individus comme des personnes à part entière, on comprend que ça aurait déjà des implications importantes. On peut aussi se dire qu'une fois nos revendications satisfaites, une fois l'abolition de l'exploitation animale, bien, ça consisterait surtout d'un point de vue individuel à choisir du lait de soya à l'épicerie plutôt que du lait de vache. Collectivement, ça signifierait de revoir nos industries. Les formes d'élevage, par exemple, devraient être transformées, les fermes d'élevage devraient être transformées en fermes maraîchères peut-être. Ce serait déjà pas mal. Pourtant, certains auteurs soutiennent qu'aller jusque-là ne serait toujours pas suffisant pour montrer nos obligations de justice envers les autres animaux. Dans leur livre Zoopolis, paru en 2011, les auteurs canadiens Sue Donaldson et Will Kymlicka expliquent qu'on ne devrait pas se contenter de reconnaître des droits négatifs aux animaux non humains sensibles, des droits à une protection contre certaines choses, des droits contre la torture, la mise à mort ou l'asservissement, mais qu'on devrait aussi leur accorder un statut politique et les droits positifs qui leur sont associés en fonction des relations qu'ils entretiennent avec nous. Par droit positif, on entend les droits à quelque chose, comme les droits à des soins de santé, à une socialisation adéquate, etc. Exactement comme on le fait dans la justice humaine. Les animaux domestiqués, comme les vaches ou les poules, deviendraient des citoyennes et des citoyens à part entière. Les animaux liminaux, comme les pigeons et les rats, seraient considérés comme des résidents permanents, l'équivalent. Les animaux sauvages, comme les poissons et les lièvres, seraient, eux, considérés comme formant des nations souveraines qui posséderaient collectivement leur territoire. Utopique? Ça paraît pour le moins ambitieux, en tout cas. Mais Donaldson et Kymlicka font le pari que leur théorie, même si elle est très exigeante, est plus attrayante que d'autres approches qui demanderaient pourtant moins de compromis. Si vous ne connaissez pas leur travail, je vous précise qu'ils présentent leur théorie comme une alternative à l'approche extinctionniste à laquelle adhèrent plusieurs théoriciens des droits des animaux. Le premier des désaccords entre animalistes que je pourrais mentionner, c'est donc celui-là, celui qui oppose les extinctionnistes aux tenants de la citoyenneté animale. C'est que jusqu'à la publication de Zoopolis, pratiquement, l'idée qu'il fallait reconnaître des droits aux animaux conduisait la plupart des auteurs à conclure qu'il fallait abolir l'institution de la domestication et que ça signifiait de prendre grand soin des animaux qui existent déjà, évidemment, mais de nous assurer de ne plus en laisser venir au monde de nouveau, en arrêtant d'en produire, évidemment, en abolissant l'élevage et en stérilisant ou en donnant des contraceptifs oraux aux animaux dont on a la garde. À terme, ça impliquerait donc la disparition des espèces animales domestiquées, autant les cochons que les poules, les vaches, les chats, les chiens. Face à ce scénario-là, Donaldson et Kymlicka nous disent que ce n'est pas parce qu'on a toujours eu des rapports de domination injustes avec les autres animaux qu'on ne pourrait pas un jour avoir des rapports respectueux avec eux. Ils insistent sur le fait qu'être dépendant n'est pas en soi un problème, qu'on l'est toutes et tous à un moment ou un autre de notre vie et qu'il suffit qu'on s'organise socialement pour que les intérêts individuels de ceux qui sont les plus vulnérables ou les plus dépendants ne soient pas menacés. Et finalement, surtout, ils pensent que d'envisager un monde dans lequel il n'y aurait plus d'animaux autres qu'humains au sein de nos sociétés paraît si triste pour bien des gens que l'option d'offrir la citoyenneté à plusieurs animaux, incluant la possibilité de se reproduire dans une certaine mesure, donc pourrait être un idéal plus vendeur en bout de ligne. Et ça, même si ça implique de modifier de manière très importante nos institutions et nos aménagements urbains, puis de partager nos ressources, évidemment, avec tous nos nouveaux concitoyens. Vous devinez bien que le choix entre la position extinctionniste et celle de la citoyenneté non humaine est bien débattu entre animalistes. Mais elle n'est pas la seule question qui soulève la controverse au sein du mouvement de libération animale. En plus du débat sur l'existence et la place des animaux domestiqués dans un monde juste, d'autres désaccords suscitent énormément de discussions au sein du mouvement. On se questionne beaucoup, par exemple, sur la souffrance des animaux dans la nature. Certains animalistes vont s'inquiéter du sort des animaux, même quand leur souffrance n'est pas causée par des êtres humains.
On va rappeler que dans les affaires humaines, on pense qu'on a un devoir de bon samaritain quand on voit des gens souffrir. Et on reconnaît qu'il faut venir en aide aux êtres humains qui sont dans le besoin, même quand on n'est pas responsable de leurs problèmes. Si on peut aider sans que ça implique trop de sacrifices pour nous, on aurait l'obligation morale de le faire. Eh bien, des auteurs pensent qu'une perspective réellement antispéciste devrait nous conduire à envisager la possibilité de raisonner de la même façon pour les animaux dans la nature sauvage qui souffrent beaucoup de la faim, de la maladie, de la prédation. Et ils se disent qu'on devrait sérieusement réfléchir à des solutions pour arriver à intervenir massivement dans la nature, même de manière à aider tous ces animaux-là sans, bien sûr, risquer de finalement causer plus de tort que de bien. Et ça, évidemment, c'est super controversé. D'autres vont dire que c'est complètement illégitime de vouloir ainsi jouer à Dieu et polisser la nature pour empêcher le lion de manger la gazelle. Et c'est vrai que ça semble quand même absurde. Mais il faut se rappeler, d'un autre côté, qu'on n'hésite pas toujours à jouer à Dieu en médecine, en tout cas quand il s'agit de sauver des vies humaines. Un autre sujet très controversé parmi les défenseurs des animaux, c'est celui des stratégies militantes à privilégier, du fameux débat entre welfaristes, ou partisans du mieux-être animal, et abolitionnistes, ceux qui revendiquent rien de moins que la fin de l'exploitation animale. Certains animalistes vont préférer les approches jugées pragmatiques, qui consistent à suggérer aux gens de réduire leur consommation de viande, tout simplement. On a connu les campagnes « Lundi sans viande » ici au Québec. On se dit qu'un régime végétarien une fois par semaine serait déjà un pas dans la bonne direction. On insiste aussi parfois sur les bénéfices pour la santé ou pour l'environnement des diètes végétales, parce que les gens sont plus ouverts aux arguments qui sont fondés sur des intérêts humains, sur des intérêts anthropocentrés. D'autres pensent au contraire qu'il faut faire aucun compromis et éviter à tout prix de brouiller le message. Selon eux, si on reconnaît qu'il ne suffit pas de réduire l'exploitation ou d'améliorer la manière dont on exploite les animaux, il vaut mieux alors le dire clairement. Il faut, selon eux, insister sans hésitation sur le fait que l'exploitation animale en tant que telle est injuste pour les animaux eux-mêmes et qu'elle doit donc être abolie. On se dit que dans les affaires humaines, on trouverait parfaitement inapproprié de cacher les objectifs ultimes pour présenter des demandes modérées. Ces activistes-là vont remarquer que revendiquer un peu moins de violence conjugale, par exemple, en insistant sur le fait que la violence entraîne des pertes économiques puisque les femmes qui la subissent sont forcées de manquer le travail, ce serait vraiment choquant. Ils pensent que pour les animaux aussi, le message doit être clair et viser rien de moins que ce que la justice exige, et ce, même si tout un chacun progressera nécessairement vers l'idéal de façon graduelle, pas à pas. On pense que c'est la seule manière de véritablement politiser le mouvement de libération animale. Certains pensent par ailleurs que tous les moyens sont bons pour attirer l'attention sur les animaux. Mais d'autres insistent sur le fait que la lutte pour la justice animale doit se faire en solidarité avec les autres luttes sociales. Ils pensent qu'on ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul et qu'il faut donc, dans notre lutte pour libérer les animaux non humains de l'oppression, donc éviter de contribuer à l'oppression d'autres groupes humains déjà vulnérables. L'organisme PETA, le People for the Ethical Treatment of Animals, par exemple, a été fortement critiqué pour ses campagnes sexistes en faveur des animaux, des campagnes qui consistaient, au dire de plusieurs, à instrumentaliser le corps des femmes. De plus en plus, on parle de convergence des luttes et on insiste sur la nécessité de plaider pour une seule et même justice qui nous incite à nous soucier de tous les groupes d'individus marginalisés. Enfin, certains militants sont très critiques de la stratégie consistant à promouvoir le véganisme. Selon eux, c'est beaucoup trop mou et ça dérange personne. On craint que ce soit tout simplement récupéré par le capitalisme et que les produits de substitution deviennent tout simplement des choix de plus parmi ceux qui sont offerts aux consommateurs. Selon ces militants-là, les changements politiques sont amenés quand on descend dans la rue, quand on se livre à des actions directes, à de la désobéissance civile. On parle d'actions directes qui visent, par exemple, à voler des animaux pour les sauver ou à s'interposer pour bloquer des chaînes d'abattage. Et certains vont jusqu'à défendre non pas la violence envers des personnes, ça je ne crois pas que ce soit que des animalistes défendent ça, mais des dommages à la propriété privée dans le but de causer des torts économiques aux industries qui exploitent les animaux. D'autres pensent qu'il faut se méfier des effets contre-productifs des méthodes misant sur la confrontation. Ils pensent qu'en cassant des vitrines de boucherie, par exemple, ou en saccageant des laboratoires scientifiques, les animalistes perdent la sympathie du public et font reculer la cause. C'est un débat difficile à trancher. Ce genre de discussion entre animalistes, on peut voir ça comme quelque chose de très sain, je pense, et parfaitement normal.
Toutes les luttes de justice sociale, qu'on pense à la lutte féministe ou antiraciste, ont connu des débats internes importants. En bout de ligne, on ne sait pas quelles factions dans un mouvement qui a eu du succès ont été les plus efficaces. C'est certainement pourquoi les mêmes discussions ont aujourd'hui lieu entre animalistes. Et si tout ça paraît un peu fou de l'extérieur, ça témoigne d'une réalité indéniable, je pense. Le système actuel, qui repose sur l'exploitation animale, est à bout de souffle. Et tous ces débats, toute cette émulation intellectuelle autour du véganisme et de l'antispécisme sont le signe de cet essoufflement du statu quo. Essoufflement qui contraste avec la vitalité de notre préoccupation grandissante pour les autres êtres sensibles. La question animale fait son chemin dans la sphère politique et comme ses implications pratiques convergent avec les solutions mises de l'avant par les professionnels de la santé ou par les écologistes, il n'est pas complètement déraisonnable, je pense, d'espérer la libération animale et la création d'un monde vegan dans un avenir prochain. Je termine sur quelques suggestions de lecture et je vous invite à moins que vous soyez tous véganes dorénavant, peut-être à me poser quelques questions ou à m'expliquer quelles sont vos objections. Merci.